Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Faudra me passer sur la com, le podcast des warriors de la com. Moitié anglais, moitié français, c'est Luke Wise qui nous a reçus dans les locaux de sa nouvelle agence, The Good Company, qu'il a fondée en début d'année. The Good Company, c'est une agence éthique qui fait le pari du good advertising dont il va nous parler dans l'interview. L'agence a une dizaine de collaborateurs et a pour premier client Food Cherry ainsi que l'agence de coworking Wojo. Luke Wise avait également cofondé l'agence Hérésie en 2010, puis l'avait quitté en 2016 avant de rejoindre brièvement le groupe Publicis. Sarah, peux-tu me dire en quelques mots de quoi nous avons parlé ? On a parlé de good advertising, de planning stratégique, de management, de football, de Brexit et de plein d'autres choses encore. Et le mieux, c'est qu'on écoute ça tout de suite. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté de faire ce podcast avec nous. Ça fait longtemps qu'on veut te rencontrer pour faire un épisode parce que ton parcours nous intéresse beaucoup. C'est très gentil à vous. J'espère que je serai à la hauteur des attentes. Tu as créé récemment The Good Company, qui est une agence de good advertising. Est-ce que, donc une agence plus éthique, est-ce que ça correspond à ta manière de vivre, le côté éthique, responsable, c'est quelque chose que tu appliques dans ta vie aussi, ta vie personnelle ? Oui, je pense que c'est difficile aujourd'hui de dissocier la vie privée, la vie professionnelle. Je pense qu'il y a une prise de conscience de ma part depuis quelques années qu'il fallait essayer de changer les modes de consommation parce que sinon on allait dans le mur. Donc, il y a une prise de conscience professionnelle déjà. Je me suis posé la question et on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait exercer notre métier de manière plus responsable. On est dans les marques aussi, dans cette transition responsable. Et puis j'essaie de être pas trop hypocrite. Donc, j'essaie aussi de m'appliquer à moi-même dans ma vie privée. Après, je ne suis pas parfait, je ne prétends pas être parfait et je pars de loin. On a fait récemment une campagne que vous avez peut-être vue pour Food Cherry sur la nécessité d'avoir une alimentation plus végétale. Je dirais que je suis réductarien, je suis flexitarien. Et le fait d'ailleurs de travailler sur les sujets, souvent aussi nous sensibilise à des sujets. Donc je vais dans ce sens-là. J'essaie de prendre plus le train que l'avion, mais il m'arrive aussi de prendre l'avion. D'ailleurs, je ne suis certainement pas la personne la plus exemplaire. J'essaye juste d'aller dans le bon sens et je pense que les choses évoluent très vite aussi. Donc, la prise de conscience, elle est progressive. Elle se fait aussi au fur et à mesure de ce qu'on sait aussi sur l'actualité du monde, sur aussi le sens du monde. Et les études scientifiques évoluent rapidement et j'essaie de me mettre au diapason. Après, je ne prétends pas être un paragon de vertu. J'essaie de bien penser, j'essaie de pas trop bien pensant non plus. Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic de justement switcher vers une manière de travailler, une manière de vivre plus éco-responsable, plus éthique ? C'est pas mal de choses. C'est à la fois, je pense qu'il y a deux choses. Il y a quelque chose d'assez micro et lié au milieu de la publicité qui n'est pas forcément lié à des enjeux environnementaux ou alors les environnements des agences de communication et de publicité, qui était que je voyais quand même pas mal d'études sur le mal-être en agence, l'harcèlement en agence, le nombre de burn-out en agence. Et je me suis dit, c'est bien dommage parce qu'on fait quand même un métier génial avec des gens souvent très talentueux où on doit faire appel à la fois à l'intelligence émotionnelle et rationnelle, le cerveau gauche, le cerveau droit, même si on sait que c'est plus aussi simple que ça maintenant, c'est plus complexe, le cerveau. Mais voilà, on fait ce métier qui est formidable de créativité, de stratégie, on produit des choses qui peuvent avoir du sens. Et en même temps, il y a plein de gens qui sont en quête de sens et qui ne trouvent plus un sens à ce qu'ils font. Et donc, il y avait déjà une sorte de réveil de ma part, très micro, lié au métier, de comment est-ce qu'on peut exercer ce métier avec un peu plus de sens. Ça, c'est d'un point de vue micro, on va dire, lié à notre milieu. Et puis, il y avait une prise de conscience un tout petit peu plus macro, sur les enjeux de la planète, sur les enjeux de la société aujourd'hui, qui est venu au fur et à mesure. Et évidemment, j'ai suivi les études du GIEC sur le réchauffement climatique. Et puis, il y a cette phrase terrible, en tout cas, moi qui m'a beaucoup interpellé, qui dit c'est plus facile aujourd'hui d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai. Qu'on le veuille ou non, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui de réfléchir en dehors du capitalisme. On est dans une matrice du capitalisme.
jusqu'à la chute du mur de Berlin, on pouvait considérer qu'il y avait des alternatives au capitalisme. Bon, aujourd'hui, c'est très difficile. C'est comme la Matrix, c'est très difficile de s'extraire de cette pensée-là. En tout cas, c'est difficile. Il y a des altermondialistes qui essayent, mais c'est quand même complexe de sortir de l'avion, pour reprendre les termes de Gramsci, de sortir de l'avion pour réfléchir à l'avion. Donc on est dans l'avion, qu'on l'aime ou pas. C'est très difficile, sauf être zadiste, de se dire voilà, comment est-ce qu'on peut réfléchir en dehors du système. Donc on est dans le système. Donc c'est difficile d'imaginer aujourd'hui la fin du capitalisme. Il n'y a plus d'alternative comme pouvait le représenter le bloc de l'Est avec le communisme avant. En revanche, c'est assez facile d'envisager la fin de l'humanité. C'est-à-dire que mes enfants font des devoirs à l'école où on leur parle des enjeux du réchauffement climatique, de la disparition des espèces, et ils m'en parlent tout le temps. Et donc pour eux, c'est quelque chose de très réel. On le voit aussi avec tous les mouvements lycéens, étudiants qui disent aux générations plus âgées, faites vos devoirs, vous, et nous, on fera les nôtres. Ouais. Voilà. Et donc ça a été une prise de conscience aussi pour moi, de me dire comment est-ce que moi qui exerce un métier de communicant, je peux essayer d'avoir un impact plus positif sur le monde. Alors quand on est communicant publicitaire, c'est compliqué. On se dit, en fait, mon métier est plutôt associé à une forme de surconsommation. Et presque on est une des sources du mal. Il y a des études, il y avait une étude britannique après 2008 qui a montré que pour chaque euro ou chaque pound, parce que c'est une étude britannique, ils sont très attachés, n'est-ce pas, à leur monnaie, pas que, mais bon, c'est notre sujet. Pour chaque pound de valeur créée par un publicitaire, il y avait 11 pounds de dégâts en externalité négative. Et ça aussi, ça m'a interpellé, en me disant, oui, on pousse à une surconsommation. Donc, après, je me suis juste posé la question de est-ce qu'il est possible d'accompagner les marques pour que les messages qu'on produit incitent les consommateurs dans non pas une surconsommation, mais une meilleure consommation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas produire des externalités négatives, et toute activité humaine en produit, mais en tout cas, est-ce que c'est possible de faire en sorte, avec cette manne financière qui sont les investissements publicitaires, est-ce qu'on peut inciter les gens à aller vers une consommation un tout petit peu plus responsable? Voilà, je pense que la campagne Food Chérie est un exemple de ça. Voilà, on incite les gens à adopter une consommation plus responsable, de manger un peu plus végétal, un peu moins de viande, parce que c'est bien pour la santé, mais c'est aussi bien pour la planète. Alors, ça fait déjà quelques années que tu es dans la pub. D'où te vient ta passion pour la pub? Est-ce que ça te vient de l'enfance ou d'un peu plus tard? C'est une bonne question. Je ne pense pas que j'étais un fils de pub. Je suis né à Plymouth, au Royaume-Uni, qui était une ville en face de Brest, très militaire. C'est un des grands ports de la Royal Navy et de l'armée britannique. Et en fait, le monde des agences n'était pas vraiment dans mon radar. J'avais quelques campagnes britanniques qui m'avaient interpellé enfant, mais je ne me suis pas vraiment posé cette question-là. J'ai étudié à Cambridge, et après Cambridge, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je savais ce que je ne voulais pas faire, parce que tous mes amis de promo rejoignaient des entreprises dans la City, ou des grands cabinets de conseil, ou des banques d'affaires. Je savais que je ne voulais pas faire ça, mais je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai un peu réfléchi. Je suis rentré dans ma ville natale de Plymouth après Cambridge, et puis comme je suis moitié français, moitié anglais, mais que j'avais jamais vécu en France, je suis venu en France pour m'inscrire à la fac. Et je me suis inscrit en communication politique et sociale, et j'ai entendu parler de Jacques Séguéla, de la Force Tranquille, et je me suis dit, tiens, voilà un métier que je pourrais faire, parce que j'avais plutôt une formation en sciences humaines, en sciences politiques, en sociologie, en anthropologie, et je me dis, tiens, voilà quelque chose que je pourrais faire. Je ne me suis pas vraiment posé la question de ce que je voulais faire. Mais plutôt, d'ailleurs, aujourd'hui, j'aurais peut-être envie de dire qu'on devrait se poser la question de ce qu'on veut faire et pas ce qu'on peut faire. Mais voilà, moi, je me suis posé la question de ce que je pourrais faire. Je me dis, tiens, voilà un métier que je pourrais faire. Et en fait, je me suis pris de passion au fur et à mesure. C'est un goût qui est venu en mangeant, en fait. C'est pas quelque chose qui
c'est pas depuis mon plus tendre enfance que je voulais faire de la publicité. C'est venu, en fait, l'appétit est venu en mangeant. C'est quoi ta première expérience en agence? Alors, ma première expérience en agence, il y a un storytelling qui dit que j'ai commencé chez Publicis pour revenir chez Publicis. Et c'est vrai que je dois beaucoup à Publicis et j'ai beaucoup appris dans mes 2 passages chez Publicis, à la fois plus récemment avant de fonder The Good Company et puis en tant que planeur stratégique sur pas mal de grands comptes au début de ce siècle. Mais en fait, ma toute première agence, c'était une agence qui s'appelait Optimus, qui existe toujours, et qui était spécialisée dans le secteur non marchand. Donc, qui travaillait pas mal pour des grandes causes, l'opération Pièce jaune, Handicap international, SOS Village d'enfants, le Centre Pompidou aussi. Et quand j'ai cherché mon premier job, je cherchais un job où il y avait du sens, en fait. Et j'avais des propositions de plus grandes agences, de grands groupes français. Et j'ai fait le choix d'aller chez Optimus, et justement pour travailler sur des problématiques qui étaient des problématiques de responsables, liées au monde associatif, liées à toutes ces quêtes de sens. Et je me rends compte peut-être que 20 ans après, il y a ce fil rouge qui revient, en fait. Tu reviens aux sources. Il revient aux sources, et voilà. Et après, je suis allé chez Publicis, effectivement, et j'ai beaucoup appris chez Publicis. J'ai dû rejoindre Publicis en 2001, je pense. Et j'ai beaucoup appris chez Publicis à l'époque où la tech commençait à émerger, où il y avait des marques qui... Et moi, j'ai eu la chance, parce que je m'intéressais beaucoup au web à l'époque, l'Internet, on disait, à l'époque. Et chez Publicis, ils cherchaient un jeune planeur qui comprenait les problématiques de c'était quoi un SMS, c'est quoi le WAP, c'est quoi le GPRS. Et avec un profil international, et j'ai eu la chance d'être pris par eux pour être un peu le jeune padawan planeur qui comprenait à peu près ce que c'était qu'un téléphone portable, voilà. Après ça, c'était l'agence V. Oui, tout à fait. Une très très belle expérience, une aventure humaine formidable, où je suis rentré pour être le directeur du planning stratégique. Alors en fait, j'étais directeur de moi-même, puisqu'il n'y avait pas de planeur stratégique. C'est déjà bien. Et en fait, j'ai rejoint V. V a été créé par Christian Vince et Xavier Delsart 2 ans auparavant. Et puis il y a eu une vraie accélération dans leur développement, puisque Volkswagen leur a été confié, le budget Volkswagen leur a été confié, et ils ont récupéré toutes les équipes qui travaillaient sur Volkswagen, qui étaient chez DDB à l'époque. Ils sont allés chez V. Tout le monde de l'équipe Volkswagen a été transposé de DDB à V. Et c'était les grandes années de l'agence V d'ailleurs. Oui, c'était les grandes années de l'agence V. Et pour la petite histoire, en fait, la seule personne qui n'a pas voulu suivre le budget Volkswagen dans son transfert de DDB à V, c'était le planeur stratégique. Et donc, Christian et Xavier cherchant désespérément un planeur stratégique qui comprenait l'automobile. Et moi, j'avais travaillé sur Renault chez Publicis, qui pouvait parler un peu anglais, ce qui pouvait être utile dans les réunions à Wolfsburg, et qui n'était pas trop cher, et ils espéraient pas trop chiant. Je faisais bien l'affaire, voilà. Donc, ils m'ont recruté, parce qu'il fallait bien en recruter un, et puis, en fait, ils m'ont fait confiance assez vite. L'agence s'est développée. On a gagné beaucoup de beaux clients, Auchan, l'Occitane, le lancement de 118-218. Peut-être pas ma campagne la plus responsable, mais elle était en tout cas efficace. C'est toi la chanson 118 Alors, c'est pas moi, parce que c'est toujours un travail d'équipe, mais disons que je fais partie de ceux qui ont vraiment travaillé sur ce lancement très réussi et qui ont réfléchi effectivement à comment est-ce qu'on pouvait... faire connaître ce numéro de manière très mémotechnique, c'est vrai, mais aussi, et ça c'est un truc qui m'est assez cher, en s'ancrant aussi dans la culture populaire d'un pays. On s'était dit à l'époque, s'il n'y a rien de plus anonyme que le numéro. On dit d'ailleurs, dans le langage courant, on dit j'ai pas envie d'être qu'un simple numéro, j'ai envie d'être une personne. Et donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut personnifier ce numéro pour qu'il soit plus qu'un simple numéro. Et puis on avait fait pas mal d'études en planning strat pour voir un peu quel était le cœur de cible, et on s'est rendu compte à l'époque que le cœur de cible, c'était avant vraiment que l'internet se développe autant. Et donc les gens qui appelaient pour avoir les numéros, c'était des gens qui avaient grandi dans les années 80 et qui avaient une certaine nostalgie de leur enfance,
Voilà, c'était un peu des adolescents, on les appelait à l'époque. Hein. Les kidults, comme disaient les Britanniques, les kid adults. Et donc, ils aimaient bien Chocapic, ils aimaient bien Capitaine Flamme, etc. Et donc, on était là, en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait faire le pont entre ce numéro finalement assez abscon, qui est le 118-218, et la culture populaire de la cible. Et donc, on cherchait des duos. Donc, il y avait Stone et Chardin, mais ça marchait pas vraiment. On avait 2 joueurs de Saint-Étienne avec des mulets et des moustaches. Et on cherchait une manière en fait, de trouver 2 personnages qui pouvaient incarner 118-218. Et puis, quand on est tombé sur Véronique et Davina et toutes leurs vidéos, on s'est dit, voilà quelque chose qui est culte pour notre cible, où il y a un vrai potentiel en termes de culture populaire. Et puis en plus, il y a cette chanson, ce fameux Tutu Yutu, qui va nous aider dans la mémorisation du numéro. Alors après, on a rendu les gens chèvres avec ça. Mais en tout cas, ça fait preuve d'une certaine forme d'efficacité, parce que ça a permis au numéro de passer devant France Télécom et les pages jaunes, comme le numéro référent, ce qui n'était pas gagné d'avance. Voilà. Comment tu es arrivé sur le planning stratégique ? Ah, ça c'est une bonne question. En fait, j'ai commencé comme commercial et j'ai toujours dit plusieurs choses. J'ai toujours dit que mon expérience en tant que commercial m'a énormément aidé pour être planeur stratégique, parce que je pense que c'est quand on comprend aussi les enjeux commerciaux d'un client qu'on est aussi un bon planeur stratégique. Et ça, c'est pour la partie client externe. Et en interne, je pense que c'est vachement important de comprendre aussi, quand on est un jeune planeur stratégique, la dureté du métier du commercial. Parce que c'est un métier dur. Et quand on est un jeune planeur, parfois, on peut planer justement. On peut être un tout petit peu dans des choses un tout petit peu abstraites. Et le fait d'avoir été confronté très vite à une relation client m'a fait comprendre que le métier de commercial était difficile. Et donc, moi, mon rôle en tant que planeur stratégique, c'était bien sûr de trouver des insights consommateurs, d'étudier les tendances, mais pas en chambre, mais aussi pour aider le commercial à bien aider son client. Et j'aime beaucoup le modèle britannique du planning stratégique, et ça, malheureusement, on n'a jamais pu le faire en France, surtout pour des raisons économiques, mais qui est le tandem, en fait, le tandem entre le planeur stratégique et le commercial. Le commercial qui est la voix du client, et le planeur stratégique qui est la voix du consommateur. Et comment, concrètement, ils travaillent ensemble en tandem ? Concrètement, souvent, ils prennent le brief ensemble. Et si c'est le commercial qui prend le brief, il va travailler très étroitement avec le planeur stratégique pour trouver la meilleure stratégie. C'est-à-dire la meilleure stratégie qui correspond à la fois aux attentes du client, mais aussi challenger et torture-tester à l'aune de ce que peut penser le consommateur. Parce que parfois, le client souhaite quelque chose, mais c'est totalement dissonant avec ce que le consommateur peut penser. Et donc, j'ai toujours aimé ce tandem entre commercial et planeur stratégique. Et je pense que c'est très important. Et les agences britanniques font très très bien. Un peu comme les teams créatifs. Et puis on réfléchit mieux à 2, en fait. Et le problème en France, mais ça c'est un problème économique surtout, c'est lié aussi au niveau de rémunération qu'il peut y avoir, c'est que malheureusement il y a moins de planeurs stratégiques en général qu'il y a de commerciaux. Et donc c'est difficile de former des tandems parce qu'il y a souvent 2 ou 3 fois plus de commerciaux que de planeurs stratégiques. C'est parce que le planeur stratégique coûte plus cher en France ? À quoi c'est dû ? Non, c'est dû au fait que les agences britanniques sont mieux payées et donc ils sont mieux staffés. Moi, quand j'ai travaillé chez V, on avait la chance de travailler souvent avec DDB Londres, parce que V faisait partie du groupe Omnicom, et donc on travaillait avec DDB Londres. Et DDB Londres est une des agences qui a inventé le planning stratégique, un des pères fondateurs du planning stratégique. Il y en a 2. Il y a Stephen King, qui n'est pas le romancier, mais qui s'écrit pareil, qui était chez JWT Londres. Et il y avait Stanley Pollitt, qui était le directeur du planning de DDB. Voilà. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec DDB Londres. Quand j'étais chez V, on allait souvent à Londres. Et il y avait 4 fois plus de planeurs stratégiques qu'une agence française normale. Parce que le client payait pour ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous redonne l'exemple tout à l'heure. Dans le contrat Volkswagen, quand V a récupéré le contrat Volkswagen, il était précisé qu'il fallait un directeur du planning. Donc c'était moi. C'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. Ils avaient besoin de remplir ce trou-là, Christian et Xavier. Mais le même contrat en Grande-Bretagne, le client exigerait et paierait, non pas pour un planeur stratégique, mais pour 3 ou 4 ou 5. C'est-à-dire que sur Volkswagen à l'époque, j'étais seul, j'avais éventuellement un assistant planeur. Chez DDB Londres, il y en avait un global, et puis il y en avait un pour la Golf, un pour la Polo, un pour la Passat. Voilà, c'est pas la même économie.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent on parle, c'est un peu marronnier de la presse professionnelle de dire le revival du planning stratégique en France. Enfin, on m'a interviewé là-dessus déjà il y a 20 ans. Récemment sur Stratégie, ils avaient fait un numéro sur ce sujet-là. Oui, ça revient assez régulièrement. C'est l'avantage de l'âge. J'ai 20 ans de métier maintenant, donc tous les 5 ans ça revient. Moi, je suis extrêmement pour le planning stratégique. D'ailleurs, je trouve formidable les initiatives récentes du collectif du planning stratégique, et Sébastien Gentil et tous les autres qui ont contribué à ce relancement du métier, et ce métier qui doit être valorisé. Le sujet, c'est que pour être vraiment valorisé, il faut que les annonceurs soient prêts à le payer. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que finalement, c'est les annonceurs qui font le marché, pas les agences. Après, je pense que c'est un métier vital aujourd'hui, peut-être encore plus vital que ça n'a jamais été, parce que les parcours clients sont complexes, parce que les audiences sont fragmentées, et donc la compréhension du consommateur, fuelée par la data, évidemment, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Mais si ça ne s'est pas développé en France, c'est pas par manque de volonté, c'est pas par manque de vision, c'est tout simplement que culturellement, l'argent n'est pas dépensé sur ce thème-là. Et très tôt, à peine 35 ans, tu as cofondé Hérésie. Oui, tout à fait. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment a démarré l'aventure Hérésie? Alors, le goût... V m'a donné le goût de l'intrapreneuriat. C'est-à-dire qu'on avait des actions avec Christian et Xavier, mais on n'était pas majoritaire. Le groupe Omnicom était majoritaire. Mais ça m'a donné le goût d'entrepreneuriat, parce que V, c'était vraiment une aventure où je me suis dit, en fait, quand je fais quelque chose de bien, il y a des effets positifs, reprendre des termes à la mode, et si je fais des choses mal, il y a des effets négatifs. C'est-à-dire qu'on peut gagner des compètes, on peut perdre des compètes. Je ne suis pas qu'un simple maillon dans une très grande chaîne. Je peux contribuer à la destinée de cette agence. Et ça a donné un peu le goût de l'entrepreneuriat. Et après, Andrea Stilacci est venu me voir en disant « Luc, j'ai envie de monter une agence, j'ai envie de la monter avec toi. » Et donc, on a monté Hérésie, avec cette volonté inscrite dans le nom aussi d'être une alternative, on va dire, aux agences orthodoxes, et un esprit challenger assez fort. On est suivi 6 ans et demi d'une belle expérience. Voilà. Je crois qu'on peut dire que ça a été un énorme succès. Hérésie, le développement a été extrêmement rapide. Quelles ont été vos clés pour atteindre ce résultat? Je pense beaucoup de travail. Je pense que le talent est important, mais il y a beaucoup de gens qui ont du talent. Je pense que ce qui fait la différence, c'est le travail. Le travail, la résilience, l'abnégation, l'énergie qu'on y met, c'est ça qui fait la différence, en vrai. Surtout sur un marché aussi concurrentiel que le marché de la communication. On l'oublie un peu. Alors, les chiffres varient, mais l'ACC estime qu'il y a 15 000 agences de communication en France. 15 000. Hein. Alors, pour ces 15 000, il y a 90% qui fait moins de 1 million de chiffre d'affaires. Et il y a beaucoup de consultants indépendants, de SASU, d'auto-entrepreneurs, etc. Mais 15 000 quand même. Donc, c'est un métier extrêmement concurrentiel et, il faut dire les choses, extrêmement dur. Des appels d'offres où souvent on commence, on est 8 ou 4 ou 3 dans le meilleur des cas, donc on part avec 33% de chance. Donc, et on est souvent face à des gens qui ont aussi énormément de talent, énormément de passion. Et ce qui va faire la différence à un moment donné, c'est le travail. Et je pense que la communication, c'est un peu comme le sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut être au taquet tout le temps. Et malheureusement, le jour où on perd cet esprit de compétition, cette abnégation, cette volonté toujours de chercher la seconde en plus, le petit détail en plus, on ne gagnait pas des appels d'offres. Et je pense que ce qui a fait notre force chez Hérésie, c'est notre capacité de travail. Si on prend les exemples des agences françaises qui ont réussi sur ces 10-20 dernières années, ils peuvent être tous très différents, mais ils ont quand même un point commun qui est leur force de travail. C'est ça qui fait la différence. Je pense que c'est comme la natation, ou c'est comme la natation ou comme le marathon. C'est ceux qui s'entraînent le plus et qui travaillent le plus qui gagnent. C'est vrai aussi du foot. Hein. Il y a beaucoup de joueurs talentueux qui n'ont rien gagné ou qui n'ont pas fait la carrière qu'ils auraient dû faire parce qu'ils
il n'y avait pas le travail et la discipline. Après, tu crois pas que c'est jusqu'à un certain point, parce que si on reprend la métaphore du joueur de foot, s'il travaille trop, il risque un claquage. En fait, c'est tout le pari du Good Company. Et en fait, c'est le truc le plus difficile. Et c'est là où vous touchez le cœur du truc. C'est que ce qui est très difficile, c'est d'être à la fois bienveillant et exigeant. C'est assez facile d'être exigeant avec les autres en faisant un peu l'impasse sur la bienveillance. C'est assez facile d'être bienveillant en étant pas très regardant sur l'exigence. C'est super dur de concilier les deux, à la fois pour soi-même et pour les autres. Et c'est ça le pari qu'on fait. Et je pense que c'est d'ailleurs ça qui est le plus difficile dans le pari du Good Company, en vrai. C'est comment est-ce qu'on arrive à avoir cette énergie, cette force, capacité de travail, cette exigence avec nous-mêmes, parce que on est encore une fois sur un métier dur qui peut c'est un peu un sport de haut niveau quand même, avec l'exigence du sport de haut niveau quand même quand on est sur des grosses compétitions. Comment est-ce qu'on peut garder cette exigence tout en faisant en sorte que les gens vivent bien, qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, que justement, pour reprendre, qu'il n'y ait pas de burn-out, qu'il n'y ait pas de... Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Mais c'est tout... C'est presque ce qu'on a envie de démontrer. On va démontrer que c'est possible. Ce qu'on a envie de démontrer que c'est possible de gagner, de réussir, tout en ayant des valeurs et tout en étant bien entre nous. Et d'ailleurs, The Good Company, il y a une dimension effectivement macro de Good Company. C'est évidemment c'est tech for good, business for good, good for the planet, force for good. Enfin, c'est tout ça à un niveau macro. Mais au niveau micro, ça veut aussi être en bonne compagnie et effectivement arriver à réussir à gagner sur un marché extrêmement dur, extrêmement compétitif, tout en se comportant de manière respectueuse les uns envers les autres, aussi envers les partenaires, envers les clients. Mais il est là le challenge. C'est ça qui est le plus difficile. C'est concilier exigence et bienveillance. C'est très dur. Dans un article sur Adforum, tu parles justement du burn-out et tu dis que souvent le burn-out dans les métiers de communication est lié à un manque de sens. Oui, je pense que le burn-out n'est certainement pas lié à un manque d'investissement. Au contraire, on sait que les gens qui font des burn-out, en général, sont des gens très investis, qui font les choses à cœur. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui sont tirés au flanc font rarement des burn-out. De ce que j'en sais, je ne suis pas un expert sur le sujet, c'est que souvent, on dit que le burn-out est lié à un manque de sens. Cette idée de bullshit jobs, voilà, à quoi je sers, pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie. Et donc, on essaye ici de donner un sens à ce qu'on fait. Ce qu'on fait dans les messages qu'on produit, dans les campagnes qu'on sort, les causes qu'on défend, les marques qu'on va aider. Voilà. Et c'est souvent le manque de sens qui crée le burn-out. L'autre mot clé pour moi, c'est responsabilité aussi. Je pense que les gens ont besoin qu'on les responsabilise. C'est quand ils ne sont pas responsables aussi des choses, où ils sont déjugés par leur management, qu'ils se sentent fragiles. Moi, il y a deux types de management qu'on pense sont opposés, mais qu'en fait arrivent au même résultat pour moi. C'est d'un côté, il y a le côté des injonctions, un management très vertical, très top-down, fais ceci, fais cela, marche ou crève, qui déresponsabilise les gens, et les gens finissent par baisser les bras et faire des burn-out. Et puis un autre mode de management qui paraît son contraire, mais en fait qui sont faux contraires, qui est le management de baby-foot, apéro... horizontal, qu'on appelle plus horizontal. Plus horizontal, mais en fait qui infantilise et déresponsabilise les gens aussi autrement. Parce qu'en fait, les gens, je pense qu'ils ne cherchent pas du baby-foot au boulot. Ce qu'ils cherchent au boulot, c'est un sens à ce qu'ils font, qu'ils se disent qu'il y a une reconnaissance pour ce qu'ils font, que ce qu'ils font est utile, qu'il y a un regard de l'autre qui peut être un regard d'admiration, que voilà, ou de la famille disent bah, c'est bien ce que tu as fait, etc. Ça passe plus par le sens, et rajouter des baristas, des baby-foot, tout ça, c'est mettre un tout petit peu des pansements sur un jambon bois, quoi. Enfin, c'est pas le vrai sujet. Pour moi, le vrai sujet, c'est effectivement le sens et la responsabilisation des gens. Si les gens sont responsables, donc propriétaires de ce qu'ils font, qu'ils y trouvent du sens, c'est sans doute la manière de combattre tout forme de mal-être au travail.
Alors, après Hérésie, tu es retourné chez Publicis en tant que Chief Strategic Transformation Officer. Je crois que tu n'y es pas resté très très longtemps. Comment ça s'est passé là-bas? Très bien, en fait, malgré le fait que je ne suis pas resté très longtemps, mais enfin, je suis resté 18 mois quand même. Et ils ont créé ce poste avec un nom un peu long et barbare, mais dont l'idée c'était quand même d'aider à faire le maximum de ponts entre Publicis Communication, donc, qui produit des messages, Publicis Média, et le nouveau pôle plutôt tech et data incarné par Sapiens. Et moi, ça m'intéressait parce que j'avais envie aussi d'apprendre. J'aime bien apprendre, j'aime bien l'idée de se dire que... Enfin, je pense que le jour où on pense qu'on sait tout, autant arrêter, surtout dans le monde aujourd'hui qui évolue très vite. Donc j'ai une vraie soif de connaissance et d'apprentissage qui a toujours fait partie de mon caractère, mais je pense aujourd'hui est vital pour perdurer. Et j'avais envie, je voyais pointer l'arrivée des cabinets de conseil et la tech avec des acquisitions de grands cabinets de conseil, des agences de publicité. Accenture notamment qui rachetait beaucoup d'agences de publicité, récemment Droga5, mais c'est pas les premiers. Ils avaient déjà acheté Fjord, qui était plutôt une agence de design, puis ils ont acheté Karmarama, The Monkeys en Australie. Donc je voyais cette tendance qui émergeait, et puis ce nouveau choc des titans, cette nouvelle ligne de fracture entre les cabinets de conseil qui essayaient d'aller plus vers les agences, que ce soit des agences de design, que ce soit des agences de publicité, des agences de conseil, et puis les grands groupes de communication qui, elles, essayaient justement de faire des acquisitions plutôt dans le monde de conseil et la tech. Et je me suis dit, quitte à apprendre, quelle est la meilleure école? Qui sont ceux qui sont le plus en amont, le plus avancé sur ce sujet? C'est Publicis. Publicis, pour le coup, a fait beaucoup d'acquisitions très intéressantes, déjà dans le digital, au sens des agences, il y a une dizaine d'années, avec la vision de Maurice Lévy. Puis aujourd'hui, ça continue. Et à l'époque, ils avaient racheté Sapiens. Et donc, ça m'intéressait d'aller chez Publicis pour comprendre ces nouveaux enjeux, cette nouvelle plaque tectonique qui est en train de se créer. Et j'ai passé 1 an et demi très heureux chez Publicis, où j'avais ce rôle, effectivement, d'essayer de faire travailler ensemble différentes cultures qui me correspondent bien, peut-être parce que je suis moitié britannique, moitié français, mais je veux dire aussi que c'est intéressant si on arrive à faire travailler des créatifs avec des technologistes, des gens des médias avec des gens des messages, et finalement faire dialoguer tout ça et rendre ça aussi accessible pour chacun, pour qu'en interne les gens comprennent le langage de l'autre et respectent l'autre, parce qu'on sait que finalement dans ces grands groupes, ce qui est compliqué, c'est pas juste l'acquisition, c'est compliqué, c'est aussi la culture et l'acculturation après. Donc l'acquisition c'est important, mais l'acculturation est encore plus importante pour que l'acquisition fonctionne. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis en fait, The Good Company, parce que j'avais envie d'essayer avec avec l'équipe aujourd'hui constituée, d'essayer de proposer un modèle un peu différent, parce que j'en ressentais le besoin. Sans doute le besoin entrepreneurial. Dans Serial Entrepreneur, il y a le côté serial, comme serial killer, donc il y a peut-être un côté un peu compulsif, pas s'empêcher d'être un tout petit peu, voilà. Et je pense qu'une fois qu'on a cette petite graine en soi, c'est difficile après de l'extraire complètement. Et puis aussi cette volonté d'essayer d'inventer un nouveau modèle, parce que je pense que le métier, on en avait besoin, et que le monde en a besoin. Alors peut-être j'utilise des mots un peu grandiloquents, mais voilà, je sentais vraiment le besoin d'essayer de faire une agence à la fois plus responsable dans son organisation et plus responsable dans son offre. Je suis pas le seul, d'ailleurs on est nombreux ici à l'agence déjà, et puis je suis pas le seul sur le marché. Il y avait déjà des agences qui depuis longtemps travaillent sur des sujets de RSE, les grands groupes s'y mettent aussi. Moi je suis très heureux, enfin je veux pas avoir le monopole du good, au contraire, je pense qu'il faut que tout le monde se l'approprie et tout le monde aille dans le bon sens. C'est la seule manière de faire que le monde aille dans le bon sens. Mais voilà, c'est notre petite contribution à ce mouvement de société-là. Et concrètement, au quotidien, comment ça se traduit par des actions dans l'agence? Alors, ça se traduit par plusieurs façons. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'une des clés, c'est déjà
avoir effectivement un mode d'organisation, un mode de gouvernance responsable. Donc, une des premières choses... En fait, au début, je voulais créer une scope. Et quand je suis allé voir des avocats, ils m'ont tous dit « Mais vous êtes fou, monsieur Wise !» En fait, non, une scope, c'est très bien, mais ce que ça présuppose, c'est qu'en fait, chacun apporte à peu près le même niveau d'investissement. Et c'est difficile de demander à des gens d'âge différents, dans des stades de vie différents, d'apporter tous la même contribution financière. Les scopes, c'est très bien quand des ouvriers reprennent une usine et qu'ils mettent tous à peu près la même somme au pot. Quand il y a des gens qui peuvent mettre plus ou moins, c'est plus compliqué. Donc, on ne pouvait pas créer de scope. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va quand même créer de l'actionnariat salarié. Et donc, on va réserver 20% des actions, un prix très préférentiel, à l'ensemble des salariés de l'agence. Et d'ailleurs, quel que soit leur niveau. Donc, je ne voulais pas faire que des BPSCE, que des bons. Je voulais faire un truc où vraiment les gens avaient des actions dures. Et donc, il y a 20% de l'agence qui est détenue par tous les salariés qui souhaitent être actionnaires. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Il y a des gens qui m'ont dit que c'était trop, d'autres qui m'ont dit que c'était pas assez. Après, si on se benchmark sur l'actionnariat salarié en France, Auchan, qui est souvent cité en exemple, est autour de 15%, pardon, et Vinci autour de 10%. Donc 20%, c'est pas mal. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agences qui font ça. J'en ai pas vu beaucoup. L'autre truc, c'est un peu technique, mais aussi il y a un dividende prioritaire distribué aux salariés actionnaires ou sociétaires, si on préfère. Donc ça veut dire que dès lors qu'on fait un bénéfice, il y a 10% de ces bénéfices qui sont reversés en priorité aux salariés et pas aux autres investisseurs. Donc déjà dans le modèle économique, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la répartition de la richesse, de la distribution de la richesse, voilà, qui est un premier point. Après, on a aussi écrit une charte éthique qui régit un certain nombre d'engagements en matière sociale, environnementale et économique. On l'a écrit. J'attends un peu pour le publier parce que ce qu'on est en train de faire avec les équipes, c'est de voir comment est-ce que, au-delà de juste de le dire, de le substantifier, de le labelliser, de l'inscrire dans une démarche. Donc on est en train de regarder sur quels sont les labels qui nous permettent pas juste de déclarer qu'on va faire ça, mais qui nous obligent à le faire. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis, il y a un troisième point qui est important, c'est qu'on vient de contractualiser, parce qu'on contractualise, en plus c'est des Américains à la base, donc 1% pour la planète. Donc on vient de prendre l'engagement de verser 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales. Donc c'est un geste assez fort. Voilà, moi je crois beaucoup finalement que il y a une expression anglaise il y a walk the talk, que vous connaissez, hein, c'est déjà de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on va faire, mais surtout faire ce qu'on dit. Et puis il y a une autre expression britannique que j'aime bien, c'est put your money where your mouth is. Donc c'est facile de parler, mais c'est plus difficile quand il s'agit de sortir le chèque, c'est un peu plus difficile. Nous, on a envie de soutenir des causes environnementales, parce qu'on pense que c'est important, et on pense que ça fait partie aussi de notre ADN, d'être dans cette démarche de responsabilité. La responsabilité, c'est pas que des mots, c'est aussi des actes. Et est-ce que cette charte vous permet de travailler avec n'importe quelle entreprise ? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, et qui est une question très juste. Je pense pas n'importe quelle entreprise. Je pense qu'on aurait du mal à travailler avec Monsanto Bayer, on aurait du mal à travailler pour des marques de cigarettes ou avec des marchands d'armes. Après, on n'a pas envie non plus de travailler que pour des marques qui sont évidemment good, parce que ces marques-là existent. Souvent, d'ailleurs, elles n'ont pas besoin de nous, parce qu'elles sont déjà très très conscientes des enjeux et communiquent très très bien sur ces enjeux-là. Ce qui est intéressant finalement, c'est d'accompagner la grande majorité des marques qui prend conscience qu'elles ne peuvent plus continuer comme elles l'ont fait avant et qui cherchent à aller sur le chemin de plus de responsabilité. Et je pense que les marques, c'est un peu comme les personnes, c'est un peu comme les êtres humains. Il y a très peu d'êtres humains 100% responsables. Je ne suis pas certain que vous l'êtes. Non, on essaye, mais... Oui, et puis si vous l'étiez complètement, vous serez peut-être un peu chiant aussi. Donc il faut voilà, je pense que voilà, les gens 100% responsables, c'est assez rare. Et même Patagonia a eu quelques petites crises à gérer. Si on prend l'exemple, le Paragon de la marque la plus engagée, la plus responsable. Donc personne n'est parfait. Et de la même manière que personne n'est parfait, je pense qu'aucune marque n'est parfaite.
Et on fait souvent l'analogie entre les personnes et les marques. On dit que les marques ont des valeurs, de la personnalité, une vision. Voilà. Donc les marques, on peut dire, sont des personnes. De la même manière qu'aucune personne n'est parfaite, aucune marque est parfaite. Après, ce qui est important, c'est de comprendre la sincérité de cette personne ou de cette marque. Donc nous, ça nous intéresse de travailler avec des gens qui veulent aller vers une consommation plus responsable, veulent défendre des causes ou des valeurs écologistes, humanistes, progressistes, qui veulent avoir des impacts positifs. Et il y en a de plus en plus, donc c'est cool. J'ai pas envie d'être un taliban du good. Parce qu'on ne l'est pas nous-mêmes. Puis deux, je pense que en fait, des positions très extrêmes n'ont jamais fait avancer les choses. Ça mène à une forme d'immobilisme ou de fanatisme. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est plutôt dire cette marque-là, elle a compris qu'il fallait aller dans le sens d'une consommation plus responsable. Comment est-ce qu'on peut les aider à faire connaître ces engagements? Donc, j'ai pas d'a priori, à part sur certains secteurs très précis, mais j'ai pas d'a priori sur les marques. Après, en fait, on juge au cas par cas. En fait, on le sent, enfin, on le voit. Quand on discute avec un annonceur, on regarde le brief, on voit si leurs engagements sont réels, si elles sont un peu pipeaux, et on essaye de comprendre si c'est du greenwashing, du goodwashing, ou si c'est une démarche sincère. Voilà, il faut juger au cas par cas. Je pense qu'il faut... Le monde est trop complexe pour dire qu'il y a les gentils et les méchants. Il y a certains méchants, certes, il y a peut-être certains gentils, mais la réalité du monde, c'est que la plupart des gens se situent entre les deux. L'important, c'est l'intention, c'est la direction et c'est la volonté. Comment as-tu sélectionné la team qui a cofondé The Good Company avec toi? C'était super facile, c'est des gens que j'aimais bien, avec qui j'avais déjà travaillé. Donc ça s'est fait assez naturellement. Ça s'est fait même très naturellement. C'était des gens avec qui j'avais déjà travaillé dans des vies antérieures, avec qui j'avais eu un bon fit et que je savais étaient des gens à la fois très forts professionnellement et en même temps qui avaient des valeurs aussi qui pouvaient correspondre à The Good Company. Donc sans doute ce mélange aussi de bienveillance et d'exigence qui est assez rare chez les êtres humains. Donc ça a été assez facile. En fait, c'est peu comme quand on fait, quand on fait c'est un écran de bille qui fait ses listes sur son dream concert, les affiches d'André avec le concert rêvé, ou quand on fait l'équipe de foot rêvé. Voilà, j'avais déjà un peu griffonné sur un morceau de papier un peu les gens avec qui j'avais envie de travailler. Et donc c'est ça aussi, c'est une aventure aussi. C'est aussi une aventure humaine aussi. Et quand tu vas recruter de nouvelles personnes que tu connais pas forcément, ce que d'ailleurs tu es certainement déjà en train de faire, comment tu vas t'assurer que ces personnes-là te correspondent aussi bien professionnellement que sur des valeurs plus personnelles? Alors, j'ai pas, contrairement à certaines équipes de NBA aux États-Unis, j'ai pas de data center ou d'algorithme extrêmement pointu pour choisir les joueurs dans le draft. Enfin bon, puis je pense que la data peut aider, mais bon, il y a toujours la part de jugement humain et de libre arbitre. Mais blague à part, on sait jamais quand on recrute les gens. Il faut juste faire confiance à son instinct. Je crois beaucoup quand même dans l'intuition, l'instinct. Et puis il y a aussi le bouche à oreille, il y a aussi le fait que les gens avec qui je travaille ont aussi travaillé avec d'autres personnes. Et puis ce qui est vrai, c'est qu'on attire aussi des gens qui sont aussi intéressés par nos valeurs. Donc il y a un tri aussi naturel qui se fait de par le positionnement de l'agence. Ça n'assure pas tout, mais ça aide quand même. Est-ce que tu peux nous parler on va dire, les grands inspirateurs du good advertising? Je crois que tu parlais du livre Grow, tu parlais d'Alex Bogusky. Est-ce que tu peux nous parler de ces gens-là? Oui, avec grand plaisir. Ils sont tous un peu différents. Enfin, je pense que Jim Stengel, Grow, m'a inspiré parce que c'est un des premiers, il y avait des universitaires avant lui, mais c'est un des premiers à avoir vulgarisé cette idée que finalement, en étant responsable, on pouvait être rentable et de créer des corrélations entre le good et le grow. Donc, voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, si on ne fait pas cette corrélation-là,
le good, c'est juste des bons sentiments. Alors que si on arrive à faire la corrélation qu'en étant une marque plus vertueuse, on peut aussi être une marque plus prospère, là, c'est là où on intéresse les annonceurs. Et c'est ça que les annonceurs sont en train de prendre conscience. Le livre de Jim Stengel date il y a quelques années déjà, mais on voit qu'aujourd'hui, cette idée-là vient à maturité. Si les grands distributeurs, si les grands agroalimentaires vont vers le good, c'est pas parce que tout d'un coup, ils ont eu une épiphanie morale. C'est aussi parce qu'ils ont compris que les consommateurs leur demandaient ça, leur exigeaient ça d'eux. Et donc, pour croître dans les années à venir, il fallait être plus responsable. Et que d'ailleurs, s'ils étaient responsables, leur modèle de business allait s'effriter et allait disparaître. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a un autre exemple qui est Alex Bogusky. Alex Bogusky, c'est un des plus grands créatifs de ces 20 dernières années. Il a contribué à ce que Crispin Porter, qui est une agence qui existait avant, Crispin Porter Bogusky, est devenue une des agences les plus primées au monde. Et ça m'avait interpellé, alors je n'avais pas complètement compris les trucs, mais ça m'avait interpellé quand il y a une dizaine d'années, il avait quitté Crispin Porter Bogusky pour se consacrer à des projets plus philanthropiques, à des projets plus good. Sans doute le fait qu'il était aux États-Unis et que cet homme visionnaire a fait qu'il y avait un petit temps d'avance là-dessus. Et c'est quelqu'un aussi, ça m'avait interpellé qu'un créatif voilà, qui, sans doute, au niveau mondial, il y avait David Droga, il y avait Bogusky, enfin c'était les deux les plus référents, et fait ces choix-là. Ça m'avait interpellé, j'avais pas complètement décrypté le truc, mais déjà il y avait un signal faible qui m'avait interpellé. Et puis il y a aussi Thomas Kostler qui a inventé le terme Good Advertising, et que j'ai découvert un peu sur le tard. Et je me suis dit, mince, si j'avais lu son livre un peu avant, je me serais fait moins chier à essayer de théoriser les choses, parce qu'il les a beaucoup mieux théorisées, beaucoup mieux réfléchies que nous, bien avant nous. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui a été une inspiration pour nous. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais voilà. Il y a une phrase que tu as dit dans une interview qui nous a interpellés. Tu as dit que tu voulais pas être un bourgeois de la pub parisienne. Qu'est-ce que tu appelles un bourgeois de la pub parisienne ? Je sais pas, j'avais pas envie de m'embourgeoiser moi, je pense que c'est surtout ça. Je pense que l'idée c'est de dire, voilà, vu l'urgence climatique, vu les défis sociaux, vu le non-sens au travail, enfin, vu toutes les problématiques qu'on a un peu évoquées ensemble, et ils sont multiples, je n'avais pas envie de juste continuer mon métier comme avant. Et de recevoir un salaire plutôt confortable, payer mes charges et faire comme si rien n'était. Donc, j'ai préféré prendre quelques risques parce que je pensais que c'était important de le faire en tant que citoyen, en tant qu'être humain, d'essayer de montrer qu'il y avait d'autres voies possibles. Encore une fois, je ne suis vraiment pas le seul et d'autres le font. Et voilà, mais moi personnellement, j'avais envie de montrer que oui, qu'il fallait pas se reposer sur ses lauriers, mais se remettre en question, parce que le monde nous oblige à nous remettre en question. Et donc c'est ça, c'est plutôt l'embourgeoisement, au sens, voilà, se laisser un peu aller au confort. Peut-être derrière ça, j'ai pas vraiment réfléchi trop à la phrase. En fait, c'est une phrase que j'ai un peu lancée au début de l'interview, un peu en off, mais ça fait une belle accroche. Et comme souvent, c'est ça que les gens retiennent. Hein, j'ai appris que Martin Luther King, I have a dream, mon fils m'a appris ça. En fait, il a improvisé. Donc, comme quoi, il n'avait pas prévu de dire ça. I have a dream. Bon, là, c'est moins fort, I have a dream, mais en tout cas, c'était pas prévu non plus. C'était pas vraiment dans mon langage, mais ça a été repris. Donc je pense que cette idée de ne pas s'embourgeoiser, au sens où il faut se bouger un peu pour essayer d'esquisser des nouveaux modèles. Et puis aussi peut-être l'idée que oui, derrière, il ne faut pas travailler comme avant, il ne faut pas consommer comme avant, et qu'il faut essayer de... Voilà, je restais dans un truc de confort, on ne regarde pas finalement ce qui peut se passer dans 10-20 ans, de se satisfaire de son petit confort à soi et oublier qu'on a aussi une responsabilité, même si on est communicant et même si on fait un travail effectivement qui est du business, mais on peut quand même faire ce business avec une vision et essayer d'avoir une éthique, une responsabilité un peu plus forte. C'était ça. Je vais peut-être sauter au coq à l'âne, et peut-être que ça n'aura rien à voir, peut-être que personne ne va rien comprendre, mais le Brexit, je suis moitié britannique, moitié français, donc forcément ça m'a. Je suis très très pro-européen. C'est un peu normal, mais j'ai remarqué que
finalement, dans le vote Brexit, il y avait évidemment une partie de la population des affranchisés, enfin, des zones pauvres, post-industrielles qui avaient voté contre l'Europe. Mais il y avait aussi beaucoup de Britanniques qui avaient profité des 30 Glorieuses, qui s'étaient embourgeoisés, qui avaient des maisons dans le Kent, qui étaient souvent exilés fiscales à Monaco, qui avaient 4 maisons. Et eux, ils s'étaient embourgeoisés. Et ils ont voté pour le Brexit, alors que les jeunes ont voté massivement pour rester dans l'Union européenne. Et je pense que ces gens, les personnes plus âgées, très aisées, qui ont profité d'un monde, qui ont profité aussi d'un monde un peu post-colonial, qui ont profité aussi du fait qu'à l'époque, on ne se posait pas trop la question des ressources naturelles, de la finitude du monde. Ils sont enrichis là-dessus, et puis ils ont mis des œillères et ils n'ont pas réfléchi aux jeunes. Ils se sont dit, bon, moi je suis bien, j'ai ma maison dans le Kent, Rule Britannia, j'ai ma maison en France, je vais voter pour le Brexit. Et ils n'ont pas regardé les intérêts des jeunes ou des générations futures. Et moi j'avais différemment, mais j'avais envie quand même de regarder le changement du monde plutôt que de juste me dire je fais mon job, je prends l'argent et adviendra ce qui adviendra après. On va terminer avec un exercice qu'on aime bien. On va te lancer des mots-clés et là. toi tu vas agir. Je suis KO debout, on est au 15e round là, c'est pas juste là, les jabs là qui arrivent. Ok. Et le premier, ça va être football. J'adore. Il faut que j'en parle ou pas? Sûr. Ce que tu veux dire, tu le dis. Non mais je suis saoulant avec ça parce que mes équipes depuis toujours. En fait, j'ai jamais fait de formation de management. J'ai tellement bossé tout le temps que j'ai jamais eu le temps de faire des formations parce que V c'était une aventure entrepreneuriale, RSI c'était une entrepreneuriale. Donc en fait, j'ai jamais fait ces formations pour apprendre à manager les gens. Donc je connais pas toutes les phrases convenues, toutes faites pour gérer les situations. Donc en fait, j'utilise des métaphores footballistiques et j'ai toujours aimé le foot. Pas juste pour le sport, mais aussi pour ce que ça représente en termes de culture populaire. Et je pense que quand on comprend le foot, on comprend le monde et on comprend le capitalisme. Sans doute aussi parce que le foot, c'est une forme d'ultra-capitalisme. Et donc souvent, il préfigure le monde. Larry Bosman a préfiguré la mondialisation. Aujourd'hui, quand on regarde les grands clubs, ils sont achetés par des Qataris, ils sont achetés par des Russes, ils sont achetés par des Chinois. Ça préfigure aussi certains changements économiques et géopolitiques de notre monde. Donc je pense que quand on comprend le foot, on comprend le monde au niveau macro, si je reviens au macro. Et au niveau micro, quand même, je pense que le foot, c'est un sport collectif où il y a des individualités fortes, mais où finalement le collectif est clé. C'est-à-dire et c'est là où je trouve l'analogie avec le business ou avec le monde des agences, c'est que le monde des agences repose certainement sur des individus clés, mais j'ai toujours eu une vision très collective des choses. Donc un individu peut peut-être gagner un match, mais l'individu ne peut pas gagner un championnat. Donc, il n'y a qu'un collectif qui peut gagner un championnat. Et donc, quand on est une agence, on s'inscrit dans le long cours quand même. Ce n'est pas une aventure de 6 mois, c'est une aventure de 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, je suis très attaché à cette notion de collectif. Et donc, c'est vrai que j'utilise souvent les métaphores footballistiques dans mes méthodes de management. Mais j'ai vu que, je crois que c'est Barack Obama qui avait utilisé une métaphore aussi footballistique pour parler du management. Donc voilà, tu n'es pas seul. Je suis pas seul. Et bon, Barack Obama, bon, c'est pas le pire mec en termes de management. Donc je me dis, je vais pas tout foirer non plus. Moi, c'est pas tout à fait un mot-clé, c'est plutôt une idée. Est-ce que tu peux réagir sur le management français versus le management anglais? C'est difficile pour moi de répondre parce que j'ai moitié de mon cerveau qui est français, moitié qui est anglais. J'ai pas d'idée pour des choses qui sont pas des banalités. Donc si c'est pour dire les Anglais arrivent à l'heure, les Français sont en retard, je vais faire du French washing. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que je me disais plutôt genre le manager anglais. On dit souvent, mais je peux même le dire au micro, on sait jamais ça peut servir. Souvent j'ai des personnes qui vivent à l'étranger, des amis, etc. Qui du coup, certains travaillent à Londres et me disent, ils me décrivent le management à Londres, la manière d'interagir avec les gens au travail. J'ai l'impression que c'est assez différent des rapports qu'on a en France. Est-ce que toi, tu es conscient de ces différences-là? Est-ce que tu... Ouais, je crois que je me rends compte pourquoi j'ai du mal à répondre à cette question. Parce qu'en fait, toute ma vie,
j'ai combattu l'idée que la France et l'Angleterre étaient si différents. Parce que toute ma vie, on m'a dit, en Angleterre, j'étais le frog, en France, je suis le roast beef. On dit, il y a des énormes différences de culture, la lutte, les guerres des 100 ans, etc. Et en fait, j'ai toujours essayé de créer des ponts et de dire que finalement, il n'y avait pas tant de différence que ça entre la France et l'Angleterre. Et je pense qu'il n'y en a pas, je pense qu'on exagère parce que ça fait vendre des livres, ça fait des séries télé, ça fait du contenu rigolo et on peut en jouer. Moi, je peux prendre l'accent à la Jane Birkin, etc. Mais en vrai, là, quand on regarde l'histoire de la France et l'Angleterre, elles sont très liées. C'est-à-dire que les rois de France étaient souvent les rois d'Angleterre. Richard Cœur de Lion, qui était le grand roi, anglais, en fait, il était angevin, il parlait français. Et donc, je trouve un peu tendance à exagérer un peu les différences entre les Anglais et les Français. Et du coup, surtout dans cette période de Brexit, moi, je suis plutôt en mode, non, en fait, il y a énormément de ponts entre la France et l'Angleterre. Et c'est deux pays qui sont extrêmement liés. Et donc, j'essaie d'éviter les clichés sur le style de management, ou sur les différences qu'il y a entre les Anglais et les Français. Je pense qu'il y a plus de similarités, mais qu'on a tendance à mettre l'emphase sur les différences. Et en mettant l'emphase sur les différences, je trouve ça un tout petit peu dangereux dans le monde d'aujourd'hui, où on a tendance justement à créer des divisions, créer des clivages, créer des barrières qui n'ont pas lieu d'être. Donc c'est pour ça que je veux pas être trop simpliste. Je pense qu'en vrai, dans un monde mondialisé, pour répondre aux questions sur le management, je pense qu'il y a sans doute plus de similarités entre les méthodes de management à Londres et à Paris qu'il y a entre les méthodes de management à Paris et à Beauvais. Que la différence est plus grande entre Paris et Beauvais ou Clermont-Ferrand qu'entre Londres et Paris. Parce que finalement, c'est deux villes mondialisées. Et que voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de points communs entre Londres et un Parisien qu'entre un Parisien et un provincial, par exemple. Donc il faut faire attention aux simplifications. Il y a des différences culturelles, mais peut-être moins qu'on aime bien le dire. Merci beaucoup, Luc. Merci, Luc. Merci à vous deux, c'était super, merci. Merci à tous. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que vous avez été aussi passionnés que nous par cette interview avec Luc Wise. Merci Luc, merci également à Leila Tweety Rose et merci à vous tous pour votre écoute. Retrouvez-nous comme d'habitude sur Twitter, Facebook, Instagram et on revient très vite pour un nouvel épisode de Faux Drames passés sur la com.